Merci. Bonsoir. On va passer à notre sujet. Donc, ce matin, on a parlé beaucoup de spondylarthrite. Et là, on passe à notre rhumatisme inflammatoire, qui est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Et on va voir surtout l'atteinte pulmonaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, comme vous le savez, ces dernières années, il y a un regain d'intérêt à cet organe-là, notamment le poumon, mais ce n'est pas en matière de manifestation extra-articulaire de la polyarthrite rhumatoïde. Plutôt, actuellement, on pense vraiment que les poumons peut être le primum movens de site d'activation et de la réponse immune et d'initiation de la maladie rhumatoïde. En fait, il y a un travail assez récent par Yettenberg qui a mis en évidence la présence des peptides des vémentines citrullinées identiques et sur des biopsies de poumons et de tissu synovial chez des patients qui sont porteurs d'une polyarthrite rhumatoïde récente. Alors, il faut savoir que cette association, elle est assez fréquente, elle peut être grave, puisqu'elle peut causer la surmortalité de plus que 30%. Et on peut voir que cette prévalence, elle diffère qu'il s'agit ou non d'une définition clinique. Donc, en cas de définition clinique, elle est de 6%, mais cette prévalence, elle va passer à 30% si jamais on passe à la définition scanographique automodensitométrique. Alors, certains auteurs ont essayé d'imaginer un peu la physiopathogénie, notamment de la pneumopathie interstitielle qui est associée à la polyarthrite rhumatoïde. Et comme vous le voyez ici, sur ce graphique, donc l'European Respiratory Update ont publié cet article-là pour élucider un peu ce qui se passe en matière de physiopathogénie. Et donc, certainement, il y a une prédisposition génétique. Le tabac, il est impliqué dans cette physiopathogénie. Et on peut imaginer qu'il y a certaines hypotopes génétiques, notamment la HLA B40, DR4, qui peuvent être impliquées dans cette physiopathogénie. Donc, quelqu'un qui a un polyarthrite rhumatoïde, qui est fumeur et qui a une prédisposition génétique, certainement, il va activer son système. On va avoir une augmentation de la citrullation de protéines au sein des poumons. Tous ces phénomènes-là vont concourir avec un épithélium alvéolaire qui est endommagé par le fait d'avoir, notamment chez le fumeur, et ceci va engendrer un relargage des cytokines pro-inflammatoires, des interleukines, mais aussi de facteurs de croissance qui vont activer le système de fibroblastes et du coup, on va avoir une bonne différenciation et une maturation des fibroblastes. Ces fibroblastes vont agir sur la matrice extracellulaire et en augmentation accrue des métalloprotéases qui sont à l'origine de cette pneumopathie interstitielle. Tout en sachant que les fibroblastes au sein du tissu synovial vont avoir le même rôle dans la physiopathogénie des arthrites inflammatoires au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, on a, comme vous le savez, les cellules lymphocytes B s'organisent en général au niveau de la sous-muqueuse des bronchioles. Et tout à côté, on va avoir les branches et ces cellules bêta vont s'organiser et ont le pouvoir de s'organiser en tissu lymphoïde à côté des branches. Ils peuvent donner ce système appelé le système BALT. C'est quoi? C'est le Bronchus Associated Lymphocyte Tissue qui a la capacité de produire localement des anticorps et de faire le switch des classes. Et on a remarqué que ce système BALT, qui est très important dans la phase inflammatoire de la fibrose ou de la pathologie ou de la pneumopathie interstitielle, il est nettement plus fréquent au cours de pneumopathie interstitielle associée à la polyarthrite rhumatoïde qu'au cours de la pneumopathie interstitielle idiopathique. Et donc là, ce papier-là illustre bien le fait que les malades qui ont des facteurs les malades qui ont de pneumopathie interstitielle diffuse associée à la polyarthrite rhumatoïde et qui ont le système BALT produisent plus d'anticorps au sein des poumons et ceci a été démontré par plusieurs travaux. Alors sur le plan immunopathogénique, on peut, quelle que soit les lésions, on va trouver des follicules péribronchiolaires constitués d'un centre germinatif avec des lymphocytes
PCD20+. Et là, on peut imaginer un peu l'action de certains traitements, notamment les anti-CD20, notamment le rituximab, qui a eu beaucoup de place dans cette pneumopathie interstitielle associée au polyarthrite rhumatoïde. Il va y avoir des plasmocytes qui vont sécréter les anti-CCP, une hyperplasie lymphoïde qui peut s'étendre à tous les tissus conjonctifs, et cette organisation similaire est celle de Panus univeal qui sont retrouvées dans la pneumopathie interstitielle non associée à la polyarthrite rhumatoïde. Alors là, on va voir les manifestations pulmonaires donc, au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, il peut s'agir de manifestations de parenchyme du pulmonaire, pleurale, de voie aérienne supérieure ou inférieure. Et on va commencer par cette première vignette clinique. Donc, un patient, il est âgé de 58 ans. Il a une polyarthrite rhumatoïde avec des facteurs rhumatoïdes positifs, nodulaires. Il n'a pas de symptomatologie respiratoire. Et à la radiologie, à la radiographie, on trouve d'une façon fortuite des nodules au niveau de 2 champs pulmonaires. Donc là, le scanner confirme la présence de ces nodules-là. Il s'agit d'une nodulite pulmonaire, vous le savez, sans aucun problème. Alors cette entité, elle est assez fréquente parce qu'elle peut se voir entre 6 à 22% de cas. Elle est plus fréquente chez les fumeurs, notamment chez les patients qui ont des nodules sous-cutanés. Elle est en général symptomatique uniquement, sauf quand il y a des complications. Et l'histologie, elle est identique à celle d'un nodule rhumatoïde sous-cutané. Il y a des facteurs inducteurs, notamment le traitement antérieur par le méthotrexate, le niflunomide. Et en général, on a un problème de diagnostic différentiel quand il s'agit d'une lésion unique, quand il s'agit d'une lésion unique, notamment un homme fumeur et bien sûr porteur d'une polyarthrite rhumatoïde. Il faut dans ce cas éliminer un cancer. Sinon, il ne faut pas oublier le problème des infections. Alors l'évolution, elle peut se faire vers la guérison spontanément, sinon elle peut se compliquer par une hémoptysie ou d'un pneumothorax. Deuxième vignette clinique, donc un patient de 50 ans, PR séropositif, il présente une toux sèche chronique avec une dyspnée et des râles crépitants au niveau des 2 bases. Voilà la radiographie de thorax qui met en évidence l'aspect typique envers des polis de 2 bases en faveur d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Et de là, on va parler de la situation la plus fréquente, c'est la découverte d'une pneumopathie interstitielle diffuse au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous voyez là que cette classification, elle a beaucoup évolué. On a passé d'une classification anatomopathologique vers une classification clinique actuellement en 2013. Et on voit que cette classification a été rectifiée récemment par l'American Society of Thoracic Society. Et en fait, on a plusieurs sous-types de fibrose pulmonaire idiopathique. Et vous voyez, pour les sous-groupes qui sont surlignés en rouge, ça caractérise les fibroses pulmonaires associées au cours de la polyarthrite rhumatoïde, à savoir la fibrose pulmonaire idiopathique, la pneumopathie interstitielle non spécifique, la pneumopathie interstitielle desquamative, la pneumopathie interstitielle organisée et enfin la pneumopathie interstitielle aiguë, ou appelée en anglais le DAD, Damage Alveolar Death. Alors sur le plan épidémiologique, l'association elle est plus fréquente, notamment chez l'homme. En général, ça se voit après la cinquantaine et il y a des facteurs de risque, notamment l'âge avancé, le fait d'être fumeur et le taux élevé des facteurs rhumatoïdes et des anticorps CCP. Il faut distinguer 2 entités qui sont les PINS ou le pneumopathie interstitielle non spécifique qui sont moins fréquentes, sinon il y a l'UEP ou la pneumopathie interstitielle commune qui est plus fréquente et plus dangereuse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence très importante en matière de pronostic entre les formes. Comme vous voyez là sur ce graphique, pour le pneumopathie interstitielle non spécifique, la ligne en bleu, la survie elle est meilleure et bien sûr le pronostic il est nettement meilleur. Alors sur le plan évolutif, sachez très bien que quel que soit le mode de présentation de cette pneumopathie, on distingue des modes pour le DAD par exemple, ça évolue sur un mode suraigu, pour le pneumopathie organisée ou le PINS un mode aigu, et pour le PINS, pour l'UEP ou la pneumopathie commune interstitielle, elle se manifeste sur un mode chronique. En général, ces pneumopathies, au début, elles sont asymptomatiques et la prévalence, elle est assez importante puisque la prévalence scanographique, elle est de l'ordre de 30%.
Donc là, sur le plan scanographique, cet aspect très typique en verre dépoli au niveau des bases caractérise bien la première forme qui est la forme non spécifique. Par contre, au cours de la forme de pneumopathie interstitielle commune, on va trouver des réticulations, mais surtout les lésions en rayon de miel qui caractérisent cette forme fibrosante dont le pronostic est assez réservé. Alors, sur le plan évolution, donc, comme on avait dit, les deux formes sont nettement différentes. La première, la PINS, il y a un infiltrant inflammatoire, donc il n'y a pas beaucoup de fibrose, et en général, c'est une forme qui est très corticosensible. Par contre, pour la deuxième forme, c'est une forme où il y a beaucoup de fibrose et elle n'est pas corticosensible. On passe à une autre forme, c'est ce qu'on appelle la pneumopathie organisée. Et la pneumopathie organisée, elle peut évoluer sur le mode suraigu ou chronique. En général, elles surviennent après une manifestation respiratoire supérieure avec une toux, une dyspnée, de la fièvre. Et sur la radiographie, comme vous voyez là à votre droite, c'est des opacités alvéolaires au niveau des bases. Quand on fait l'examen scanographique, on va confirmer cette condensation avec cette image en verre dépoli et l'image spécifique en lago qui caractérise bien cette pneumopathie organisée. Il faut savoir que cette pneumopathie, elle est de bon pronostic au début si jamais on donne la corticothérapie à raison de 0,75 mg/kg et parfois même on est obligé d'associer notamment des macrolides pour avoir la guérison. Autre tableau clinique, comme on avait dit, le DAD ou la pneumopathie interstitielle aiguë, c'est une présentation non spécifique. Elle se manifeste par une dyspnée rapidement progressive, un syndrome fébrile, des myalgies, l'hypoxémie est parfois sévère, allant jusqu'au syndrome de détresse respiratoire. Et à l'imagerie, il n'y a pas des images spécifiques, mais plutôt des opacités parenchymateuses diffuses. Alors, pour parler de pneumopathie interstitielle associée à la PR, il peut s'agir carrément d'une pneumopathie qui va précéder la polarité rhumatoïde, et ceci dans certaines séries, dans 17% des cas. On peut poser le diagnostic d'une façon concomitante, mais parfois, c'est au cours de l'évolution, notamment les premières années, qu'on va établir le diagnostic de cette pneumopathie. Alors, comment faire et comment on va diagnostiquer cette pneumopathie qui est présente dans notre pratique chronique? Là, quelque chose de très intéressant, il faut réaliser systématiquement une épreuve fonctionnelle respiratoire devant toute polarité rhumatoïde. Pourquoi? Parce que ça reste l'examen à faire de première intention avec la radiothorax, et ça va nous permettre le suivi et surtout une appréciation de l'évolution de ces pneumopathies interstitielles qui seraient plus sensibles que la clinique et l'examen scanographique. Alors, la tomodensitométrie est très utile. Pourquoi? Pour étayer certains signes radiologiques, mais surtout pour détecter des signes infraradiologiques et dépister les complications. Alors, quand on va demander la tomodensitométrie, on va le demander quand il y a des signes respiratoires, quand il y a une anomalie à la radiographie et quand il y a des anomalies à l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Surtout, là, retenez bien, la DLCO est inférieure à 70%. Là, c'est très important. Donc, retenez bien ce critère-là parce que le fait d'avoir un DLCO inférieur à 70%, ça peut prédire que le malade va développer des signes de pneumopathie interstitielle dans la suite. Le lavage broncho-alvéolaire reste utile. Pourquoi? Ce n'est pas pour le diagnostic, mais pour éliminer certains diagnostics différentiels, notamment la pneumopathie médicamenteuse ou infectieuse. Et dans le cas de pneumopathie interstitielle, on va trouver une alvéolite à prédominance neutrophilique non spécifique. Alors, on a imaginé un peu un arbre décisionnel en matière de pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y a pas de recommandation, malheureusement, de la littérature. Et donc, quand on a une polarité rhumatoïde avec des signes respiratoires, il faut réaliser radiothorax, EFR, la tomodensitométrie et le LBA. En absence de signes respiratoires, on fait la radiothorax et l'EFR. Si jamais il y a des anomalies à l'épreuve fonctionnelle respiratoire, dans ce cas, on va terminer par le scanner et le lavage broncho-alvéolaire. Alors, le diagnostic il est avéré en se basant sur la clinique, les données de l'épreuve fonctionnelle respiratoire, la tomodensitométrie et bien sûr la LBA est utile pour éliminer les autres diagnostics. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces pneumopathies? Et c'est une question qu'on se pose toujours dans notre pratique. Sachez très bien qu'il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas de consensus et les recommandations ont été extrapolées à partir de celles pour la fibrose pulmonaire idiopathique ou celles qui accompagnent les autres connectivites.
Alors, comme mesure générale, il faut arrêter le tabac, l'oxygénothérapie, ne pas oublier la vaccination, traiter les surinfections bronchiques et pour les traitements, notamment les immunosuppresseurs, les corticoïdes, en fait, ça dépend des formes et ça dépend des stades. Alors, commençons par les corticoïdes. Ça va être le traitement de première ligne. Surtout, les corticoïdes sont efficaces pour les formes PINS et pneumopathie organisée, qui restent très corticosensibles. Concernant l'azatioprine, le résultat reste très contradictoire. Il y a une seule étude qui a montré qu'au cours des connectivites, les pneumopathies interstitielles diffuses ont été traitées par l'azatioprine et le MMF. Il n'y avait pas de différence significative. Et enfin, le cyclophosphamide a été utilisé surtout pour les UEP ou les pneumopathies communes, extensives, rapidement progressives, malheureusement avec des résultats très limités. L'immucophénonate a été utilisé avec stabilisation et même amélioration de certains résultats, mais malheureusement, cette efficacité était faible sur les manifestations articulaires. Et là, on arrive au rituximab, et là, on se pose beaucoup de questions depuis quelques années sur l'intérêt de cette molécule-là pour cette pneumopathie. C'est vrai, il y a plusieurs études observationnelles qui ont montré une bonne tolérance. Il y avait même des cas rapportés avec même amélioration dans les cas assez sévères. Cependant, il y avait une étude sur 48 semaines qui a montré que pour 10 patients, n'a pas montré d'amélioration significative. On passe à une autre vignette clinique. Donc, on a un patient de 30 ans. Il a une pleuropéricardite récidivante depuis 18 mois, pas d'étiologie infectieuse, et il se plaint d'une polyarthrite récente depuis 3 mois avec des facteurs rhumatoïdes positifs. Et donc là, on fait la radio, là, le diagnostic est évident, c'est une pleurésie, on ponctionne, c'est un liquide citrin, et là, pour parler, la pleurésie rhumatoïde. Donc, sachez très bien qu'elle est assez fréquente dans les études autopsiques. Par contre, sur le plan symptomatique, elle est là dans 3 à 5% des cas. Elle est plus fréquente chez les hommes, notamment qui ont des nodules rhumatoïdes, et le liquide, il est clair et stérile. Donc, sachez très bien qu'il faut toujours éliminer une origine infectieuse par des prélèvements microbiologiques. L'évolution, elle peut être chronique ou spontanément résolutive. Et le traitement, il n'y a pas de traitement codifié. On peut se contenter des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, des corticoïdes et dans certains cas, par le drainage. Passons à notre cas clinique, une patiente de 59 ans qui a une polyarthrite rhumatoïde depuis 6 mois. Elle est tabagique, elle se plaint de dyspnée progressive à l'effort, sans dyspnée paroxyste nocturne. Elle n'a pas de râle crépitant, il n'y a pas des antécédents cardiaques, la radiothorax, elle est normale, et le traitement, elle est sous méthotrexate, 15 mg par semaine, avec une petite dose de corticoïdes. Et donc là, pour parler un peu ce qui se passe au niveau de voie respiratoire basse, donc là, c'est une bronchiolite. Il faut faire la part des choses entre une bronchiolite folliculaire ou la bronchiolite constructive. Sachez très bien que la bronchiolite, elle est exceptionnellement inaugurale au cours de la PR. Il y a une excellente corrélation anatomo-radiographique et la bronchiolite folliculaire, elle se caractérise au niveau scanographique par des micronodules en arbre en bourgeon qui répondent très très bien à la corticothérapie. Par contre, la bronchiolite constructive reste de pronostic réservé. Ça touche la femme, notamment le polyarthrite rhumatoïde très ancienne, traitée par d'autres traitements de fond. Et là, on va voir qu'une fibrose qui s'installe rapidement avec tendance vers l'insuffisance respiratoire. Donc, comme on avait vu, la forme folliculaire, là, il y a le système BALT qui est très présent, donc on peut dire que c'est une forme très corticosensible, très inflammatoire. Par contre, la forme constructive, la fibrose, elle est très importante et dans ce cas, c'est une forme qui résiste au traitement. Alors, passons pour voie aérienne basse. Donc, comme manifestation, c'est l'ADDB. La constatation d'une dilatation de branche est très fréquente, dans 30% des cas. Elle peut précéder les manifestations articulaires et elle peut être de mauvais pronostics. Pourquoi? Parce qu'elle peut grever le pronostic et on peut avoir même un risque de décès 5 fois supérieur quand il s'agit d'une PR sans DB. Dans ce cas, en cas de dilatation de branche, il faut faire très attention aux surinfections et il faut traiter les malades, notamment les malades qui sont traités par des anti-TNF. Là, on va passer à l'atteinte extrapulmonaire. Donc, le poumon aussi, dans ce cas, il peut être touché au cours de la PR.
il peut avoir un problème de diaphragme, on peut avoir une arthrite crico-arytenoïdienne, mais aussi on peut avoir une atteinte extra-pulmonaire, notamment une atteinte dite iatrogène et qui est due aux médicaments. Et là, on va avoir cette vignette clinique, un patient de 60 ans qui est fumeur, qui a une polyarthrite rhumatoïde depuis 5 ans, qui va développer en quelques jours une dyspnée au moindre effort, avec des râles crépitants au niveau des deux bases. Il est fébrile, il a une saturation de 91% et il était traité par méthotrexate 15 mg par semaine. Et là, sur la radiographie, on va voir un infiltrat pulmonaire qui est diffus au niveau de deux bases. La tomodensitométrie va confirmer cette atteinte en verre dépoli qui est très caractéristique. Et là, on pense vraiment au quoi? On pense à cette, bien sûr, complication que vraiment on redoute souvent, c'est le méthotrexate et l'hypersensibilité au méthotrexate. Donc il y a plusieurs papiers qui ont parlé de cette iatrogénie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de relation dose-durée, plus fréquente la première année. C'est une complication qui peut être mortelle dans 10 à 30% des cas. Le tableau est celui d'une pneumopathie d'hypersensibilité hypoxémiante, aiguë, fébrile, et sur le plan histologique, c'est une alvéolite lymphocytaire à la ALBA, et la radiographie, bien sûr, les lésions typiques en verre dépoli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Est-ce qu'il faut faire un suivi radiologique? Est-ce qu'il faut faire un suivi fonctionnel respiratoire de patients qui sont sous méthotrexate pour dépister de façon précoce la pneumopathie au méthotrexate? Eh bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut surtout chercher les facteurs de risque pour développer cette hypersensibilité, notamment le fait de trouver une pneumopathie préexistante, le traitement antérieur par DIMARC, notamment par la salazépirine, et aussi quand il y a une insuffisance rénale ou une hypoalbuminémie. Alors, le traitement, bien sûr, il faut arrêter le méthotrexate, oxygénothérapie, la corticothérapie, la dose, la durée, on ne sait pas, mais en général, on utilise 1 mg/kg. Sinon, on va passer aux immunosuppresseurs, notamment le cyclophosphamide et la zatioprine, qui ont été essayés avec des résultats assez encourageants dans certaines observations, comme vous le voyez, après 2 semaines de traitement par immunosuppresseur. Alors, cette iatrogénie reste quand même une question de pratique courante. Le méthotrexate doit précéder les symptômes. Il n'y a pas vraiment de contre-indication pour ces pneumopathies interstitielles diffuses préexistantes. Alors, il faut toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une idée sur les valeurs de base pour le suivi de malades sur le plan clinique. Il faut compléter par des examens complémentaires si jamais il y a une nouvelle symptomatologie respiratoire et ne jamais réintroduire le méthotrexate. Alors, cette question reste quand même de controverse. Donc, pour le pneumopathie d'hypersensibilité, là, il n'y a pas photo, la liaison, elle est faite. La prise en charge, elle est assez codifiée et il faut chercher surtout le facteur D. Le problème, que le malade, quand il a une pneumopathie, est-ce qu'on se pose la question et on demande toujours au pneumologue, est-ce qu'on va continuer le méthotrexate ou non? C'est ça la question. Alors, est-ce qu'il aggrave? Est-ce qu'il n'a pas d'effet? Ou est-ce qu'il peut améliorer cette pneumopathie? Alors, il aggrave, non. Il n'y a aucune donnée qui a montré que le méthotrexate peut aggraver la situation. Pas d'évidence dans la progression. Est-ce qu'il n'a pas de fait? Oui, on peut voir par exemple cette méta-analyse des études randomisées pour le méthotrexate. Et là, on va trouver qu'il n'y a pas d'augmentation de survenue de pneumopathie interstitielle diffuse sous méthotrexate comparativement aux malades qui ont été traités par des DIMARC conventionnels. Alors, est-ce qu'il peut améliorer? Ce papier-là, il a essayé de voir cette question-là, donc 70 patients qui ont de polyarthrite rhumatoïde associée à une pneumopathie interstitielle, 52 ont été traités par méthotrexate et 26 par les autres DIMARD. Et donc là, on voit sur le graphique, pour ceux qui ont été traités par méthotrexate, meilleure survie, meilleur pronostic. Mais il faut savoir que les malades qui ont été améliorés et qui étaient sous méthotrexate, c'était des malades jeunes et l'atteinte pulmonaire n'était pas assez sévère. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quand on a une pneumopathie interstitielle diffuse associée à l'APR, le méthotrexate est contre-indiqué si la DLCO elle est inférieure à 70% et la TDE qui va montrer des lésions interstitielles. Par contre, si jamais la pneumopathie elle est avérée, le méthotrexate il peut être autorisé si le jeune âge et
en cas de forme non grave, c'est-à-dire une forme inflammatoire, c'est-à-dire de LCO supérieur à 70%. Et donc, on doit faire très attention à chaque fois qu'on va mettre notre malade sous méthotrexate, on doit s'assurer de la symptomatologie clinique, la radiothorax, les données de l'EFR, et si jamais il y a quelques problèmes, on peut passer à la DLCO, surtout quand la valeur de la au scanner, si jamais la DLCO est inférieure à 70%. Alors, les biologiques. Longuement, on a parlé que les anti-TNF peuvent aggraver la situation, et donc on va essayer de voir cette hétérogénéité des anti-TNF. Donc, plusieurs études notent la survenue ou l'aggravation de pneumopathie interstitielle diffuse sous anti-TNF. Cependant, quelques case reports rapportent une stabilisation et même une amélioration. Donc, si on va voir cette étude prospective observationnelle qui a essayé de voir la différence entre des patients traités par anti-TNF et des patients qui ont eu un traitement classique, donc là, on dit qu'à la conclusion, la mortalité qui est liée à la pneumopathie interstitielle est augmentée dans le groupe traité par anti-TNF, mais sachez très bien, ce groupe-là, c'était des malades quand même très sévères et qui ont eu, bien sûr, le recours aux anti-TNF. Alors, on sait très bien qu'il faut faire très attention en matière de risque infectieux, parce que vous savez très bien que la polarité rhumatoïde, elle va augmenter le risque de tuberculose de 2, et si jamais on traite par anti-TNF, le risque il est multiplié par 4, tout en sachant qu'il faut faire très attention aux autres infections. Et là, on va voir qu'est-ce que le CRI a dit à propos de manifestations pulmonaires au cours de la polarité rhumatoïde. Donc, en cas d'antécédent de pathologie pulmonaire, si jamais il s'agit d'une BPCO ou DDB, pas de contre-indication, mais il faut faire très attention aux infections pulmonaires. En cas de découverte d'une pathologie interstitielle, pas d'anti-TNF s'il n'y a pas d'autre option. Au cas contraire, donc on va réaliser les explorations EFR, radiothorax tous les 6 mois. Et si jamais il y a une modification clinique ou paraclinique, il faut réaliser une tomodensitométrie. Sous traitement, il faut toujours surveiller ces malades-là en matière de dyspnée, de toux, la présence de râle et la présence d'un hypocrétisme digital ou de fièvre. Si jamais il y a une atteinte ou une aggravation au cours de traitement, en cas de pneumopathie interstitielle, il faut arrêter l'anti-TNF si jamais le malade il est symptomatique, explorer et pourquoi pas passer à une autre molécule, notamment le rituximab. En cas de PPCO, sevrage tabagique, traitement du foyer infectieux et reprendre le traitement à distance de l'épisode infectieuse. Alors on passe à la fin au rituximab. En fait, beaucoup de papiers, comme je l'avais dit tout à l'heure, beaucoup de papiers ont parlé de la stabilisation, de l'amélioration, mais il y avait d'autres papiers aussi qui parlaient d'une aggravation de la situation. Là, c'est un travail assez récent, c'est une étude monocentrique récente, conduite sur 10 ans, et donc on avait 700 patients qui avaient de polarité rhumatoïde, 56 avaient une pneumopathie interstitielle diffuse, et donc dans ce cas, on a trouvé que 52% de malades ont gardé des lésions stables et 16% ont eu une amélioration. Donc, chose très encourageante, de plus en plus, le rituximab trouve sa place au cours de cette pathologie interstitielle associée à la polartrite rhumatoïde. Donc là, sur le plan scanographique, comme vous le voyez en haut, regardez la fibrose qui est basale, et au bout, après le traitement, sur la plaque qui est en bas, une disparition complète de cette image en verre de poli et de cette fibrose. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans notre pratique, ces atteintes sont souvent asymptomatiques. Intérêt de la tomodensitométrie, le traitement reste empirique, basé sur les immunomodulateurs utilisés dans la polarité rhumatoïde. Pas d'études prospectives randomisées, les facteurs prédictifs de la survenue de manifestations respiratoires, leur aggravation ou la réponse au traitement demeurent inconnus, à l'exception, bien sûr, du tabagisme. Et là, on peut dire, devant tout malade qui a une polarité rhumatoïde, il faut réaliser une radiothorax, une preuve fonctionnelle respiratoire, et en fonction de données de cette épreuve-là, on va continuer notre démarche. Il faut faire très attention, c'est-à-dire parce que c'est une association qui est assez fréquente. Et bien sûr, notre décision thérapeutique va dépendre de la concertation entre rhumatologues, pneumologues et radiologues. Malheureusement, le traitement reste empirique. La question du méthotrexate reste controverse.
Les anti-TNF, anti-L6, il n'y a pas encore de données solides, mais par contre, pour le tuximab, il y a beaucoup d'espoir. Comme on avait vu au début en matière de physiopathogénie, très probablement, cette molécule-là, elle va avoir de plus en plus en place pour le traitement de ce genre de pathologie interstitielle associée à la polyarthrite rhumatoïde. Et je vous remercie.